J'entre maintenant dans une troisième partie intitulée «Les instruments permettant à la collectivité publique de mener une politique d'urbanisme». C'est un titre que j'ai choisi. Je suis toujours le plan du code de l'urbanisme, mais ce titre, vous ne le trouverez pas dans le code de l'urbanisme. C'est un titre qui me permet de réunir les livres 2 et 3 du code. Le livre 2 est consacré à la préemption et aux réserves foncières. Le livre 3 à l'aménagement foncier. Donc, c'est cela que je vais voir dans cette troisième partie. Jusqu'ici, j'ai vu les règles d'urbanisme que la commune peut, ou l'intercommunalité peut adopter. Ces règles s'imposent à tous. Là, je vois des instruments qui permettent à la commune ou à une autre collectivité, mais essentiellement la commune, de mener une politique d'urbanisme personnelle. Alors, le chapitre premier sera consacré aux droits de préemption, au pluriel. Chapitre premier, les droits de préemption, parce qu'il y en a plusieurs. Le plus important, quantitativement, c'est le droit de préemption urbain, le droit de préemption urbain, que je verrai dans la section 1. Donc, section 1, le droit de préemption urbain. Le droit de préemption urbain est institué par la commune. C'est l'article L210-1 du Code de l'urbanisme. C'est un article dont le numéro, d'ailleurs, n'a pas changé dans la nouvelle codification d'il y a 4 ou 5 ans. Donc, la commune peut instituer ce droit de préemption urbain en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1. Donc, le droit de préemption peut être institué donc, pour poursuivre un de ces objets qui figure à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, article dont le numéro n'a pas changé non plus. Et c'est un article, cet article L300-1, auquel renvoie l'article L210-1, c'est un article qui définit la notion d'aménagement. Il la définit plutôt en procédant d'ailleurs à une énumération. Voilà ce qui est dit. Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Donc l'aménagement, voilà l'énumération, c'est assez large. Et l'aménagement, au sens du titre que l'article L300-1 ouvre, l'aménagement désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, à conduire ou à autoriser une mission qui a l'objet les objets que je viens de décrire. Il arrive que le juge administratif, en cas de litige, doive se demander si l'opération qui est menée, qui a par exemple justifié un droit de préemption, puisque le droit de préemption n'est possible que pour mener une opération d'aménagement, est-ce qu'on peut qualifier l'opération d'opération d'aménagement? Pour qu'une opération soit qualifiée d'opération d'aménagement, il faut qu'elle ait une certaine ampleur. Je donne un exemple, c'est un arrêt du Conseil d'État du 2 novembre 2015, mentionné dans les tables du recueil Le Bon, c'est la requête numéro 374 957. Et dans cet arrêt, le Conseil d'État juge qu'un projet de construction de 35 logements a une ampleur suffisante pour qu'on puisse parler d'une opération d'aménagement. En revanche, s'il s'agissait de construire une maison avec un seul habitant, un seul couple, ça, ce n'est pas une opération d'aménagement. Le droit de préemption n'est pas justifié. Autre précision, dans l'exercice de son droit de préemption, la commune doit respecter la loi de 1905, la loi sur la séparation des églises et de l'État. Je rappelle que cette loi comporte un article qui interdit aux collectivités publiques, c'est l'article 2, la République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. La République, ça veut dire les collectivités publiques, ça vaut aussi pour la commune. Et la Cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er octobre 2020, numéro 18 VE, c'est Versailles, E 01 088, Cour administrative d'appel de Versailles, 1er octobre 2020, numéro 18 VE 010 88, eh bien, dans cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que
la commune de Montreuil ne pouvait pas user de son droit de préemption pour acquérir un terrain que son propriétaire vendait, pour permettre à une association cultuelle d'étendre un centre socio-culturel qui existait déjà, qui était autour de la mosquée. Un habitant a contesté cette décision de préemption et la cour administrative lui donne, l'appel lui donne raison. Même si l'association cultuelle s'engage à acheter le terrain préempté par la commune au prix que la commune va l'acquérir en préemptant, c'est une opération blanche, eh bien, la cour administrative d'appel estime que, en vertu de la loi de 1905 qui interdit aux collectivités publiques de subventionner, de reconnaître, d'aider les cultes, il n'est pas possible pour une commune d'user de son droit de préemption pour permettre l'extension de bâtiments cultuels. Pour vous donner, pour être plus précis sur cette question, on sait que la commune peut consentir un bail amphithéotique. Le bail amphithéotique est prévu à l'article L451-1 du Code rural. C'est un bail de longue durée, 18 à 99 ans, et qui confère au preneur, au locataire, un droit réel, c'est-à-dire un droit de propriété. Eh bien, la commune peut consentir un bail amphithéotique à une association cultuelle qui a pour objet de construire sur le terrain objet du bail un édifice cultuel, une mosquée par exemple. Ça, c'est possible. Sans subventionner et reconnaître des cultes. C'est possible parce que l'ordonnance du 21 avril 2006, qui porte Code général de la propriété des personnes publiques, que vous avez vu dans le cours de 3e année, cette ordonnance comporte un article qui modifie le Code général des collectivités territoriales et qui permet à la commune d'utiliser le bail amphithéotique administratif pour permettre la réalisation d'un édifice cultuel. Il y a un avantage dans le bail amphithéotique pour l'association cultuelle, c'est que dans le bail amphithéotique, puisqu'il s'agit de, à l'origine, le bail amphithéotique, ça existait déjà en droit romain, le preneur, le locataire, s'engage à valoriser le bien. C'était utilisé notamment dans le milieu agricole. Et donc, dès lors qu'il y a cet effort de valorisation du locataire, le loyer est faible, peut être 1 euro symbolique. Donc, c'est une aide. Mais d'ailleurs, des habitants de communes qui avaient eu recours au bail amphithéotique pour permettre la construction d'édifices cultuels, notamment de mosquées, avaient contesté en disant que c'est contraire à la loi de 1905. Et le Conseil d'État a rejeté le recours, tout simplement parce que la loi, l'ordonnance de 2006, permet cette facilité. Les communes peuvent recourir au bail amphithéotique pour permettre la construction d'une mosquée. Ça veut dire ça que l'article 2 de la loi de 1905, qui interdit aux collectivités publiques de subventionner les cultes, n'a pas une valeur constitutionnelle. Ça a une simple valeur légale. Donc la loi de 2006, l'ordonnance qui a valeur légale, pouvait la modifier. Mais s'il n'y a pas une telle habilitation, eh bien, l'aide n'est pas possible. Exemple, pour la préemption, il n'est pas dit dans le Code de l'urbanisme qu'il est possible de préempter un bien pour réaliser un édifice cultuel. L'usage du droit de préemption, dans cette occurrence, est illégal. C'est ce que juge la Cour administrative d'appel de Versailles dans cet arrêt du 1er octobre 2010. Alors, je vais présenter le droit de préemption urbain. Je dis déjà l'essentiel, c'est que quand un propriétaire vend un bien, si ce bien est soumis au droit de préemption urbain, la commune pourra se substituer à l'acquéreur. Première étape, petit 1, paragraphe 1er, la déclaration d'intention d'aliéner, la DIA, la déclaration d'intention d'aliéner. Lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption, eh bien, son propriétaire, s'il décide de le vendre, doit adresser à la collectivité titulaire du droit de préemption une déclaration d'intention d'aliéner. Le notaire donc a pris connaissance des informations. Il y a une délibération du conseil municipal qui a été annexée au PLU. Elle fait partie, la délibération instituant le droit de préemption,
fait partie des annexes du PLU, qui doit être annexé pour être opposable. Donc, le notaire constate que le bien qui fait l'objet d'une vente est soumis au droit de préemption. Il y a une délibération de la commune qui a institué le droit de préemption dans ce quartier ou pour cet immeuble. Eh bien, le notaire doit adresser une déclaration d'intention d'aliéner à la commune. Et voilà, le propriétaire du bien envisage de le vendre. Est-ce que vous avez l'intention d'acheter, puisque vous avez soumis le bien à préemption? Si le bien est vendu sans que cette démarche ait été faite, sans le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune, ça veut dire que la commune n'a pas été avertie, eh bien, la vente sera nulle. La commune pourra soulever l'illégalité de la vente. Là, il a un délai de 5 ans pour le faire. Alors, dans la déclaration d'intention d'aliéner, le propriétaire ou son notaire va indiquer la consistance du bien et le prix qui a été convenu. Et le titulaire du droit de préemption a 2 mois à compter de la réception de la DIA pour se prononcer. Si dans les 2 mois, il n'a pas pris de décision, ça veut dire qu'il a renoncé à préempter, il ne pourra pas revenir sur cette décision. Il peut aussi, dans le délai de 2 mois, renoncer expressément, et dans ce cas-là, c'est réglé. Il peut aussi demander des informations complémentaires. Il a, dans le délai de 2 mois, par après, il peut dire j'aimerais avoir un peu plus de précision sur le bien. Il peut également, d'ailleurs, demander à visiter le bien s'il pense qu'il serait préférable qu'il ait une meilleure appréciation du bien en le visitant. Si la commune demande donc des informations complémentaires, le délai de 2 mois est suspendu pour elle. Il reprendra ensuite. Il reste au moins 1 mois, il reste 1 mois pour reprendre la décision. Vous voyez, la commune a passé 1 mois, demande une information complémentaire. Eh bien, une fois qu'elle a obtenu la réponse, elle a 1 mois encore pour prendre sa décision. Ce n'est pas un nouveau délai de 2 mois qui commence. Et si le délai, il reste moins d'1 mois, eh bien, quoi qu'il arrive, elle a encore 1 mois. Si elle fait la demande au bout d'1 mois et demi, il ne lui reste pas 15 jours, mais il lui reste 1 mois pour faire part de sa décision, préemptée ou pas. Sachant que si elle ne dit rien, elle a renoncé à la préemption. Une fois que la commune reçoit la déclaration d'intention d'aliéner, si elle a l'intention d'acheter, de préempter, elle doit communiquer cette déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux qui va devoir évaluer le bien. Parce que la commune ne peut pas consentir des libéralités, donc elle doit, si elle préempte, acheter le bien à sa valeur. C'est d'ailleurs là, souvent, qu'il y a des litiges, bien sûr, entre le propriétaire qui avait trouvé un acquéreur pour un certain prix et la commune envisage de préempter, mais la déclaration des services fiscaux, le directeur des services fiscaux donne une valeur 30% moins chère. Voilà, ça n'enchante pas le vendeur. Donc, je vous disais, quand c'est confirmé, ça par un arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2015, Conseil d'État 27 juillet 2015, numéro 374 646, l'arrêt est mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Si, dans le délai de 2 mois, la commune n'a pas réagi, à compter du jour où elle a reçu la déclaration d'intention d'aliéner, elle est réputée avoir renoncé à exercer son droit de préemption. Elle ne peut pas revenir dessus. Je vous disais aussi que dans le délai de 2 mois, elle peut demander la communication de précisions complémentaires, mais si celles-ci sont injustifiées, si elle demande une information qui est déjà dans la DIA, cela ne rouvre pas le délai de 2 mois. On peut donner comme exemple l'arrêt du Conseil d'État du 24 juillet 2009, numéro 316 158. C'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Autre précision, l'erreur matérielle sur le prix n'affecte pas forcément la décision de préemption. L'erreur matérielle sur le prix n'affecte pas forcément
la décision de préemption, c'est un arrêt du Conseil d'État du 26 juillet 2011, Conseil d'État 26 juillet 2011, numéro 324 767. Dans cette affaire, un propriétaire à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, a adressé à la commune une première déclaration d'intention d'aliéner en disant « Voilà, je vends mon terrain, un bien, pour le prix de 419 000 euros ». À la suite d'une erreur portant sur les frais d'agence, une seconde déclaration d'intention d'aliéner a été adressée en 2003. La première était du 18 novembre 2003, la seconde est du 2 décembre 2003, et annulant et remplaçant la première. Et cette fois, le bien est vendu 149 000 euros. Vous voyez, il y a eu inversion des chiffres, 419 000, 149 000 euros. Par une décision du 13 janvier 2004, le maire a exercé le droit de préemption de la commune sur le fondement de cette seconde déclaration d'intention d'aliéner, au prix donc de 149 000 euros. Le propriétaire conteste cette préemption. Il dit « Mon terrain vaut 419 000 ». Le Conseil d'État constate que la commune a respecté les délais, elle a préempté dans les 2 mois, elle a fait part de sa décision dans les 2 mois, et par ailleurs, le prix, le 149 000 euros était indiqué en chiffres comme en lettres, donc a priori, il n'y a pas d'erreur. Et donc, même si ça ne correspond pas à la somme qui était stipulée dans la promesse de vente, eh bien, cette erreur n'affecte pas, visiblement le terrain était vendu plutôt 419 000 que 149 000, ça n'affecte pas la légalité de la décision de préemption prise par la commune. Paragraphe 2, j'ai vu la DIA dans le premier paragraphe. Paragraphe 2, la motivation de la décision de préemption. Lorsque la commune décide d'exercer son droit de préemption parce que l'immeuble est couvert par le droit de préemption urbain qui a été annexé, la délibération qui l'a institué est annexée au PLU, elle doit motiver sa décision. C'est l'article 210-1 qui le dit. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. C'est un élément très important parce que la préemption donne lieu à un contentieux abondant et fréquemment, quand la préemption est annulée, c'est un moyen qui est fréquemment soulevé et qui est assez souvent retenu, c'est parce que la commune n'a pas suffisamment bien motivé sa décision de préemption. Donc, la décision doit être motivée par un projet, une opération existant, arrêtée au moment où elle se prononce. La commune ne peut pas dire plus tard, ici, on va devoir, etc. Non, il faut que le projet soit arrêté au moment où elle se prononce. La motivation est un peu plus souple quand il s'agit tout d'abord de constituer des réserves foncières dans le cadre de ce qu'on appelle, je le verrai après, une zone d'aménagement différé, ZAD. Qu'est-ce que c'est une réserve foncière? Eh bien, c'est un moyen pour la commune d'éviter la spéculation foncière. Vous voyez, par exemple, une opération d'aménagement comme Marne-la-Vallée, Disney, il y a 30 ans, c'était des champs, il reste des surfaces agricoles, mais la ville s'étend. Et donc, un propriétaire pourrait se dire, bon, voilà, j'attends pour vendre, parce que dans 5 ans, mon terrain agricole va devenir un terrain constructible et je vais gagner une fortune en le vendant. Eh bien, la commune peut préempter les terrains alors qu'elle n'a toujours pas d'opération, mais en vue de constituer des réserves foncières, ce qui veut dire que ça évite l'augmentation considérable du prix dans quelques années quand ce terrain deviendra constructible. C'est assez logique que lorsque la commune préempte pour constituer une réserve foncière, eh bien, elle n'a pas encore de projet arrêté. C'est plus tard. Elle préempte uniquement parce qu'elle veut éviter que ce terrain dont elle aura sans doute besoin plus tard, parce que la ville s'étend, eh bien, plus tard, il vaudra 10 fois plus. Donc, elle l'achète maintenant 10 fois moins cher. Donc là, il n'y a pas besoin de, quand il y a préemption en vue de constituer une réserve foncière, il n'est pas nécessaire d'avoir un projet précis en disant ici, nous allons construire une route, un stade, une école, etc. Autre assouplissement, quand il s'agit de préemption pour réaliser des actions qui figurent dans un programme local de l'habitat.
Le programme local de l'habitat, c'est un document de la politique de logement que j'ai déjà cité à 2 ou 3 reprises, que je ne vois pas directement dans le cours, mais que je suis obligé d'aborder parce qu'il y a un lien entre le logement et l'urbanisme. Le programme local de l'habitat doit être adopté par les intercommunalités ayant un certain seuil de population, je crois, toutes les communautés et les communautés de communes qui ont 30 000 habitants au moins. Je crois que c'est le chiffre que je vous ai donné, je ne l'ai plus sous les yeux. Et ce programme, je vous rappelle, même d'ailleurs depuis la loi Duflot de 2014, est de plus en plus prescriptif. Il peut fixer des objectifs chiffrés. Et donc, quand la commune souhaite mener à bien des actions qui figurent dans le programme local de l'habitat, il lui suffit, quand elle décide de préempter, de se référer à ce programme local de l'habitat. D'ailleurs, je vous renvoie au programme local de l'habitat qui a été adopté par l'intercommunalité. À cet endroit, là où le propriétaire vend son immeuble, il y a un projet de construire des logements sociaux. Donc, cette motivation par référence, quand il s'agit de mener une politique de logement, est admise. Le Conseil d'État l'a rappelé dans un arrêt de principe, là encore relatif à la commune de Noisy-le-Grand. C'est un arrêt du Conseil d'État du 20 novembre 2009, numéro 316 961. Mais il faudra que, à la lecture du programme local de l'habitat, on soit en mesure de comprendre quelle est l'opération qui doit être menée à cet endroit. La motivation par référence au programme local de l'habitat suffit si la lecture du programme permet de comprendre quelle est l'opération qui sera menée à l'endroit où le propriétaire vend son bien. Si on ne peut pas trouver quelle est l'opération, la motivation par référence au programme local de l'habitat sera déclarée illégale pour insuffisance de motivation. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans cette affaire commune de Noisy-le-Grand. Le Conseil d'État constate que la lecture du programme local de l'habitat ne permet pas de déterminer la nature de l'opération ou l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener à cet endroit, dans ce secteur, là où le propriétaire vend. Donc la motivation est insuffisante. Autre exemple, un arrêt du Conseil d'État du 15 juillet 2020, Conseil d'État 15 juillet 2020, numéro 432 325, c'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du Lebon. Là, c'est la commune, le maire d'Échirolles, je crois que c'est dans la banlieue de Grenoble, qui exerce le droit de préemption sur une parcelle que son propriétaire vendait. L'acquéreur évincé introduit un recours contre cette décision de préemption et estime que la décision de préemption est insuffisamment motivée. Le maire a motivé sa décision par la volonté de réaliser une opération, un objectif du programme local de l'habitat. Le Conseil d'État estime que cette motivation est insuffisante parce qu'à la lecture du programme local de l'habitat, il apparaît bien un objectif de construire des logements sociaux, mais il n'est pas indiqué que dans le secteur de la parcelle préemptée, il y avait la volonté de construire des logements sociaux pour accroître l'offre dans l'agglomération. Il y a peut-être cet objectif global, mais pas dans le secteur en cause, donc la motivation n'est pas suffisante. D'autant plus, le Conseil d'État relève que l'opération serait impossible à cet endroit parce que le terrain présente certains problèmes de sécurité, il est situé dans une zone de danger, etc. Donc ce n'est pas tenable. Dernière précision sur cette exigence de motivation, eh bien, le maire peut motiver sa décision de préemption en se référant aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable. C'est un élément du plan local d'urbanisme que j'ai vu. Eh bien, il est possible de motiver une décision de préemption en se fondant sur ces orientations. Exemple, Cour administrative d'appel de Versailles, 31 août 2020, numéro 18 VE 04050. Dans cette affaire, donc le maire d'Herblay, je crois que c'est dans le Val d'Oise, a préempté une parcelle que son propriétaire vendait et en soutenant, alors l'acquéreur évincé attaque cette décision et le maire a motivé sa décision par la volonté de réaliser donc le futur aménagement de la forêt du Grand Paris. Et notamment, il est prévu
dans le projet d'aménagement et de développement durable, de réserver des emplacements dans cette forêt du Grand Paris pour la mise en œuvre d'aires d'accueil des gens du voyage. C'est dans le PADD, projet d'aménagement et de développement durable de la communauté d'agglomération Val-Parisis. Eh bien, le maire pouvait préempter en se fondant sur cette orientation qui dit à cet endroit, on va constituer une aire d'accueil des gens du voyage. C'est l'objectif qui est fixé dans le PADD de la communauté d'agglomération, du PLU de la communauté d'agglomération. C'est un PLU intercommunal. Quand le maire décide de préempter, il doit le faire au vu de l'avis du service des directeurs des services fiscaux, puisque pour s'assurer que le prix fixé est le bon. Eh bien, si le maire préempte sans avoir eu communication de cet avis qu'il a demandé, mais il n'a pas attendu, ou il ne l'a pas demandé, ou il l'a demandé, il n'a pas attendu d'avoir la réponse, eh bien, sa décision sera irrégulière. Exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 23 décembre 2014, numéro 364 785. Le maire doit recueillir l'avis du service des domaines et le service des domaines doit lui formuler son avis sur le prix dans un délai d'1 mois, à compter de la demande de réception de la demande d'avis. Mais dans cette affaire, donc, le silence n'avait pas fait naître un avis, parce que bon, le service des domaines a 1 mois pour se prononcer. S'il ne s'est pas prononcé, bah, tant pis. Mais ici, le maire n'avait pas correctement demandé cet avis. Vous savez que depuis un arrêt du Conseil d'État d'Antony, que j'ai déjà cité dans une vidéo précédente de 2011, si un acte est adopté sur une irrégularité de forme ou de procédure, cela n'entraîne l'annulation de l'acte que si le vice de forme ou de procédure a privé les administrés d'une garantie ou a eu un effet sur le sens de la décision finalement prise. Eh bien, dans cet arrêt, le Conseil d'État du 23 décembre 2014, le Conseil d'État estime que le défaut de l'avis du service des domaines a privé de garantie tant le propriétaire qui va devoir céder son bien que la collectivité qui l'acquiert. Et donc, le défaut de l'avis, le maire s'est prononcé à préempter sans avoir l'avis, doit conduire à l'annulation de la préemption. Paragraphe 3, l'annulation de la décision de préemption. La décision de préemption prise par le maire peut être attaquée par le propriétaire ou par l'acquéreur évincé. Et le juge peut très bien annuler la décision de préemption, notamment parce qu'elle n'a pas été suffisamment motivée. Et donc, dès lors qu'il y a annulation, le propriétaire peut demander à récupérer son bien. L'acquéreur pourrait aussi dire, moi j'aimerais que la vente qui avait été conclue se fasse à mon profit. Et voilà un exemple, une précision qu'a apporté le Conseil d'État dans un arrêt du 28 septembre 2020, Conseil d'État 28 septembre 2020, numéro 432 063. 432 063, l'arrêt est mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Par une délibération de 2015, le conseil municipal de Montagny-les-Baumes, c'est en Côte d'Or, a préempté une parcelle que son propriétaire vendait. L'acquéreur évincé a contesté cette préemption. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a annulé la préemption. L'acquéreur évincé, donc pour exécuter ce jugement, l'annulation de la préemption, le maire a adressé à l'ancien propriétaire une proposition d'acquisition. Et le maire dit, voilà, notre préemption a été annulée, elle n'a jamais existé, donc je vous propose de récupérer votre bien au propriétaire. Celui-ci n'a pas donné suite, il n'a pas envie de récupérer son bien, mais l'acquéreur évincé dit, mais moi qui ai attaqué la décision de préemption, j'ai envie d'acquérir le bien. Mais le maire ne lui a pas proposé d'acquérir le bien, il ne l'a proposé qu'au propriétaire.
Donc, l'acquéreur évincé, sur le fondement de l'article L900-4 du Code de justice administrative, c'est un article qui est relatif à l'exécution des décisions de justice, saisit le juge afin que celui-ci ordonne à la commune de lui proposer d'acquérir le bien, lui l'acquéreur évincé. Le Conseil d'État constate que les articles du Code de l'urbanisme, je crois que c'est l'article L2, oui, c'est l'article L213-11-1 du Code de l'urbanisme, cet article dispose que quand une décision de préemption est annulée, pour tirer les conséquences de la chose jugée, la commune doit proposer à l'ancien propriétaire l'acquisition du bien en priorité. Le prix proposé doit permettre, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, de réaliser la transaction. Et à défaut d'accord amiable, le prix est fixé par le juge d'expropriation. Oui, parce qu'il va falloir refixer le prix d'acquisition. À défaut d'acceptation dans le délai de 3 mois par le propriétaire, il ne répond pas, il est réputé avoir renoncé à récupérer son bien. Mais l'article précise que si le vendeur renonce, le titulaire du droit de préemption doit proposer également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir, si son nom figure dans la déclaration d'intention d'aliéner. Donc, sous-entendu, il n'y a pas cette obligation à proposer à l'acquéreur évincé quand le propriétaire ne veut pas récupérer son bien, pas d'obligation de proposer à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien. Mais le Conseil d'État, dans cet arrêt du 28 septembre 2020, juge que même si l'article L213-11-1 ne le dit pas, la commune doit proposer à l'acquéreur, dont le nom ne figure pas dans la DIA, doit proposer à l'acquéreur, qui en a fait la demande, d'acquérir le bien. Donc la demande ici de l'acquéreur évincé était justifiée. Et le juge devra faire droit à cette demande, sauf s'il y a une atteinte excessive à l'intérêt général. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, depuis que la commune a acquis le bien, illégalement, puisque la préemption a été annulée, elle a fait des travaux considérables et qui ne permettent plus de rendre le bien, de le revendre. Et dans ce cas-là, dans cette histoire, en Côte d'Or, là, il n'y avait pas, la commune avait encore rien fait. Donc, elle devait proposer à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien. Le prix sera fixé à l'amiable si on n'est pas d'accord. Hein, si l'acquéreur évincé et la commune ne trouvent pas un accord, eh bien, c'est le juge de l'expropriation qui fixera la valeur du bien. Donc, voilà pour le droit de préemption que j'ai vu dans cette section 1. Et maintenant, dans une section 2, je vois les zones d'aménagement différé dont j'ai déjà parlé tout à l'heure à propos des réserves foncières. Donc, la ZAD, zone d'aménagement différé, ZAD, est créée par arrêté préfectoral, un arrêté du préfet, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'EPCI, si celui-ci est compétent en matière de droit de préemption urbain. Si ces collectivités émettent un avis défavorable, il faudra un décret en Conseil d'État pour créer la ZAD. Pour surmonter cette opposition, l'arrêté préfectoral ne suffit pas, il faudra un décret en Conseil d'État. La ZAD peut aussi être créée par délibération, là c'est un arrêté préfectoral ou décret en Conseil d'État. La ZAD peut également être créée par une délibération de l'EPCI compétent en matière de droit de préemption urbain. Si la commune sur le territoire de laquelle se trouve le périmètre de la ZAD est défavorable à cette création, eh bien, il faudra surmonter cette opposition par un arrêté du préfet. Conséquence de la zone d'aménagement différé, vous voyez, il n'y a pas encore un aménagement, ce sera plus tard. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la ville qui s'étend. Je vous parlais de l'exemple de Disney. Dans la zone d'aménagement différé, on n'a pas encore de projet, ça sera plus tard. C'est différé. Conséquence dans la création de la zone d'aménagement différé, eh bien, cela confère un droit de préemption à la collectivité publique. Elle pourra acheter les terrains qui se vendent dans cette zone ou à un concessionnaire de l'opération d'aménagement. C'est l'acte qui crée la ZAD qui désigne quel est le titulaire du droit de préemption. Si sur ce terrain, il y avait un droit de préemption urbain que j'ai vu dans la section précédente, il disparaît au profit de ce droit de préemption accordé au titulaire, spécifié
par l'arrêté préfectoral ou la délibération du conseil municipal, du conseil de l'EPCI ou le décret en conseil d'État selon les cas. Ça peut être encore la commune, mais ça peut être un aménageur, par exemple. Ce droit de préemption est valable 6 ans, renouvelable. C'est l'article L212-2 du Code de l'urbanisme qui le dit. Une précision contentieuse, à l'occasion d'un recours contre une décision de préemption dans une ZAD, le propriétaire ou l'acquéreur évincé ne peut pas soulever l'exception d'illégalité de l'acte qui crée la ZAD. Mon terrain est préempté, je conteste la préemption et je dis l'arrêté préfectoral qui a créé la ZAD il y a 3 ans était illégal pour telle ou telle raison. Ce n'est pas possible. Conseil d'État, 26 octobre 2012, numéro 346 947. C'est un arrêt qui est mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Pourquoi n'est-ce pas possible? Eh bien, le Conseil d'État le dit dans cette affaire. L'arrêté qui crée la ZAD n'est pas un acte réglementaire. Je vous rappelle que, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir présenté dans les 2 mois contre un acte individuel, il est possible de soulever l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire, de l'acte réglementaire, qu'applique l'acte individuel qu'on attaque. Donc, 2 conditions, acte réglementaire et l'acte individuel attaqué est un acte d'application. Eh bien, l'acte instituant la ZAD n'est pas un acte réglementaire. Donc, il n'est pas possible de soulever l'exception d'illégalité passé 2 mois. L'exception d'illégalité d'un acte réglementaire est perpétuelle, mais là, ce n'est pas un acte réglementaire. Et par ailleurs, dans cet arrêt, le Conseil d'État indique que l'acte instituant la ZAD et la décision de préemption ne sont pas des éléments d'une opération complexe. Peut-être pas l'expression, opération administrative unique. Opération complexe, c'est une notion de contentieux administratif que vous verrez dans le cours de contentieux administratif. Ça permet justement, cette notion d'opération complexe, quand le juge administratif la reconnaît, ça permet d'échapper à la règle que je viens de vous donner. Je vous ai dit, il n'est pas possible de soulever l'exception d'illégalité d'un acte individuel passé 2 mois, à l'occasion d'un recours contre un autre acte. Sauf s'il y a opération complexe, si les différents actes sont des éléments d'une même opération. Dans ce cas-là, quand on attaque le dernier acte, on peut soulever l'exception d'illégalité de tous les autres pour obtenir l'annulation de toute l'opération, même si tous ces autres actes ne sont pas des actes réglementaires. Eh bien là, le Conseil d'État dit l'acte instituant la ZAD et la décision de préemption qui la suit ne sont pas 2 éléments d'une opération complexe, et donc à l'occasion d'un recours contre la décision de préemption, il n'est pas possible de soulever l'illégalité de l'arrêté du préfet qui a institué la ZAD. Le titulaire, le propriétaire d'un terrain qui est compris dans une ZAD, dont le terrain donc, fait l'objet est sous le coup d'une décision de préemption, peut demander au titulaire du droit de préemption d'acquérir son bien. Écoutez, je sais de toute façon que je ne peux plus rien faire sur ce terrain puisqu'il est soumis au droit de préemption, il est compris dans une zone d'aménagement différé, je vous demande d'acheter maintenant. Le prix sera fixé à l'amiable, comme d'habitude. À défaut d'accord amiable, c'est le juge de l'expropriation qui fixera le prix, c'est l'article L212-3 du Code de l'urbanisme qui nous le dit. Section 3, un autre droit de préemption. Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. Donc, section 3, le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux. Ce droit de préemption a été créé par l'article 58 de la loi du 2 août 2005, qui est une loi en faveur des PME. Donc, cet article permet aux mairies d'instituer un droit de préemption sur les baux commerciaux, les fonds artisanaux et les fonds de commerce. Donc, c'est elle qui la commune arrête un périmètre et elle dit, voilà, à l'intérieur de ce périmètre, j'ai un droit de préemption sur les commerces qui se vendent. Quel est l'objectif? Il y a toujours un objectif à la préemption. Alors, c'est l'opération d'aménagement pour l'article 210-1. Ici, l'objectif, c'est de préserver une offre commerciale de proximité, notamment dans les centres-villes. Pourquoi le législateur a-t-il institué ce droit de préemption? Eh bien, parce que certains se plaignaient de l'uniformité de l'offre commerciale
dans les centres-villes, ce qui se traduit par ensuite un appauvrissement, une désertification. L'exemple avait été donné de rues où il n'y a plus que des kebabs. On pourrait dire aussi qu'il y a des centres-villes où il n'y a plus que des agences immobilières. Eh bien, le maire qui constate, la commune qui constate cette évolution et qui veut la stopper, institue donc dans un périmètre un droit de préemption. Et quand un commerce se vend, elle pourra le préempter pour dire non, non, ici, vous n'allez pas faire un troisième kebab ou une quatrième agence immobilière. C'était une librairie, je veux maintenir une librairie. Je préempte et je trouverai un acquéreur pour installer une librairie. La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, loi du 18 juin 2014, a modifié un peu le régime de ce droit de préemption parce qu'il avait un succès modéré. Tout d'abord, cette loi a autorisé la commune à déléguer son droit de préemption à un établissement public ou à un concessionnaire qui maîtrise peut-être mieux le commerce, les notions de commerce. Deuxième modification, auparavant, la commune avait deux ans pour identifier un repreneur du fonds de commerce. Maintenant, elle a 3 ans pour mettre en place une location-gérance. Et ce droit de préemption s'insère parfaitement dans la politique qui est menée depuis quelques années pour restaurer les cœurs de ville, comme on dit. Faire en sorte que les gens viennent faire, ça a des objectifs d'environnement d'ailleurs, viennent faire leurs courses en centre-ville, plutôt que, comme on l'a pratiqué et comme on continue à le pratiquer d'ailleurs, à créer des centres commerciaux où on peut facilement se garer à la lisière des villes, ce qui veut dire prendre sa voiture, consommer de l'essence, etc. C'est contre ça qu'on cherche à lutter. Section 4, droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. C'est le dernier droit de préemption que je verrai ici. Après avoir traité du droit de préemption des communes, le Code de l'urbanisme réglemente un droit de préemption particulier qui s'exerce dans les espaces naturels sensibles. Ce sont les articles L215-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Article L215-1 et suivant du Code de l'urbanisme. En vertu de l'article L113-8 du Code de l'urbanisme, article L113-8 du Code de l'urbanisme, le département, la collectivité, le département, est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinés à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels. Donc, vous voyez, le département a cette compétence de protection des espaces naturels sensibles, au besoin, soit pour les protéger, soit pour les mettre à disposition du public qui pourra les visiter, s'y promener. Pour mettre en œuvre cette politique, le département peut créer des zones de préemption. Il aura le pouvoir de préempter les terrains qui se vendent dans ces espaces sensibles. Et l'objet du département, c'est de préempter pour maintenir ce caractère naturel et pas en faire autre chose. Alors, son pouvoir est quand même assez encadré, puisque si la commune est couverte par un PLU, la commune dans laquelle se trouve l'espace naturel, eh bien, la zone de préemption ne pourra être créée par le département qu'avec l'accord de la commune ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Ou alors, si la commune ou l'EPCI n'est pas d'accord, il faudra que le département obtienne l'accord du préfet. C'est l'article L215-1 du Code de l'urbanisme qui nous le dit. Le conseil départemental, une fois qu'il a institué le droit de préemption, dispose de ce droit de préemption dans le périmètre concerné, mais il peut déléguer son droit de préemption. C'est coûteux le droit de préemption, il faut acheter. Le département peut déléguer, par exemple, à une autre collectivité territoriale, la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'espace naturel, ou au conservatoire du littoral, dans les zones riveraines de la mer, ou à un établissement public chargé d'un parc naturel. Si le département n'exerce pas son droit de préemption, la commune peut se substituer à lui, mais à la condition que le conservatoire du littoral, quand il est compétent, n'ait pas exercé ce droit. Donc,
le propriétaire d'un bien, toujours pareil, le propriétaire d'un bien qui est soumis au droit de préemption du département doit, lorsqu'il envisage de vendre ce bien, adresser une déclaration d'intention d'aliéner au département. Sinon, la vente est nulle. Le département a 5 ans, comme tout à l'heure, pour contester, soulever la nullité, à compter de la vente, de cette vente. Une fois que le département a reçu la déclaration, il a 3 mois pour y répondre. S'il ne répond pas, il est réputé avoir renoncé à sa décision de préempter. Comme je l'ai dit, le département préempte pour l'objet que je viens de donner, c'est-à-dire pour maintenir un espace naturel sensible. Le maintenir à l'état complètement sauvage ou permettre sa visite, que le public puisse s'y rendre pour s'y promener. C'est à ça que ça sert, à rien d'autre. Donc le département ne peut pas acquérir le terrain pour y faire des travaux, sauf ceux qui sont justifiés pour accueillir le public. Et par exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État. Donc seuls des équipements légers sont possibles, des bancs, des petites promenades. Mais par exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 16 juin 1995. Conseil d'État 16 juin 1995. Le Conseil général des Yvelines, le conseil départemental aujourd'hui, avait décidé de créer 2 zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles, au titre de l'article L113, donc vous donnez là, et il décide de préempter afin de préserver l'agriculture à la commune concernée et Jouarre-Pontchartrain, c'est dans les Yvelines, pas très loin de Thoiry. Eh bien, le Conseil d'État juge que cette préemption est illégale, puisque le droit de préemption qu'a le département, ce n'est pas pour préserver l'agriculture, c'est pour préserver les espaces naturels. La décision de préemption est donc illégale. Dans la prochaine vidéo, je verrai assez rapidement, je peux même d'ailleurs, je vais même le faire maintenant parce que c'est assez bref. Dans un chapitre 2, je vois les réserves foncières. Je suis toujours dans les instruments qui permettent à la commune de mener une politique d'urbanisme. Donc, chapitre 2, les réserves foncières. Je vais être assez rapide parce que je vous en ai déjà parlé. Je, dit, je redis que, en vertu de l'article L221-1, article L221-1 du Code de l'urbanisme, l'État, les collectivités territoriales ou les intercos, ou leurs groupements, comme on dit, c'est-à-dire les intercos, les syndicats mixtes, certains établissements publics peuvent constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement telle qu'elle est définie à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme que j'ai vu tout à l'heure. Je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus que je n'ai déjà dit, c'est que les réserves foncières permettent aux collectivités publiques d'éviter la spéculation foncière. Nous sommes dans une zone qui se construit, et donc le propriétaire d'un terrain peut se dire « je vais attendre un peu, le terrain que j'ai là, dans quelques années, il va être constructible. Et donc, je vais pouvoir le vendre 10 fois la valeur qu'il a aujourd'hui. » Eh bien, pour éviter donc, que le propriétaire ne profite d'opérations d'aménagement qui renchérissent la valeur de son terrain, la commune peut l'acquérir immédiatement pour y constituer des réserves foncières. On n'en a pas besoin pour l'instant, mais dans 10 ans, sans doute que ça sera constructible. Aujourd'hui, il y a d'autres instruments qui permettent à la commune de lutter contre la spéculation foncière. Il y a notamment, a été créé il y a une dizaine d'années, une taxe sur la plus-value résultant de la vente de terrain. C'est une manière aussi, vous voyez, cette taxe, j'en reparlerai plus loin, pour la commune de bénéficier d'une partie de la plus-value générée à un terrain privé par des opérations publiques. C'est parce qu'un terrain prend de la valeur, je sais pas, en Seine-et-Marne, parce qu'on est dans une zone où les collectivités publiques aménagent. Et donc, certains considèrent qu'il est logique que quand la commune mène une politique qui renforce, qui renchérit le coût des terrains, elle en tire un profit, elle aussi, même si ce sont des terrains privés, parce que dans la Creuse, par exemple, les terrains ne prennent pas de valeur parce qu'il n'y a pas de grandes opérations d'aménagement. Quand une personne publique a acquis un terrain en vue de constituer une réserve foncière, elle doit en assurer la gestion raisonnablement, mais on est dans une situation provisoire. Par exemple, elle ne peut faire l'objet
Un terrain qui a été acquis en réserve foncière ne peut faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété. La commune peut concéder, louer des terres à des agriculteurs, qui sont des terres donc classées en réserve foncière, mais ce sont des concessions précaires. Ce n'est pas un bail rural. Vous verrez peut-être dans un cours spécialisé que le bail rural est très protecteur pour le preneur. Il a une durée de minimum de 9 ans. Donc, dès lors qu'on se livre à une activité agricole, on a droit au bail rural. Bah, pas là. Ça peut changer. La réserve foncière, elle a été constituée pour une opération plus tard. Donc, la commune ne peut pas s'engager, la collectivité publique ne peut pas s'engager pour le louer très longtemps. Donc, elle conclut une concession précaire. Simplement, quand c'est donc loué à un agriculteur, il faut qu'il lui soit adressé un délai de préavis dans un délai raisonnable pour lui permettre d'adapter, de récolter ses produits notamment, mais pas de conclusion d'un bail rural. Donc, dans la prochaine vidéo, je verrai dans un chapitre 3 l'aménagement foncier.